Le suicide d'un jeune policier guadeloupéen continue d'interpeller. Les premiers éléments recueillis par nos confrères d'ATV Paris font état de graves problèmes liés à sa vie personnelle. Vous en saurez plus dans ce journal. Et l'heure de la riposte a sonné pour Victorin Lurel. L'ancien président de la région a répondu à Harry Chalus concernant les millions d'euros manquants. Il l'accuse de travestir la réalité et soutient que les caisses de la région sont pleines. Et enfin, poursuite de la mobilisation de l'UGTG. Le syndicat a bloqué une partie de Jarry toute la matinée pour dire non à la dégradation des conditions de travail et au licenciement en Guadeloupe. Le reportage de Karen Diamin à venir. Bonsoir à tous. À la une de votre journal, le suicide du policier guadeloupéen qui s'est pendu à Drancy en banlieue parisienne. Même si pour l'instant, rien ne prouve un lien de cause à effet avec une pression vécue sur son lieu de travail, une association antillaise de fonctionnaires de gardiens de la paix tire la sonnette d'alarme. Elle devrait rencontrer des élus locaux pour trouver des solutions permettant l'épanouissement professionnel des fonctionnaires de police venus de l'outre-mer. Éric Dupuis, d'ATV Paris. C'est ici que vivait Manuel depuis son affectation à Paris, et c'est ici que son colocataire, lui aussi fonctionnaire de police d'origine guadeloupéenne, a retrouvé son corps sans vie ce lundi. Si le jeune abîmois de 25 ans n'a pas laissé d'explication sur son acte, cet autre collègue a tout de suite pris la mesure de la situation. Il fait maintenant le lien entre la famille, toujours en Guadeloupe, et ses collègues parisiens. Manuel, c'était un collègue très apprécié qui est arrivé à Paris donc, fin 2014, début 2015 et qui était censé être titularisé en début de cette année ou qui a été titularisé début de cette année. Et comment dire, donc il a effectué sa scolarité en province comme la plupart des fonctionnaires de police qui arrivent des départements d'outre-mer. Il était affecté à la compagnie de garde du dépôt en plein cœur de Paris. Donc c'est un service qui est particulier du fait des missions qui leur sont confiées. Si Jimmy s'est attaché à cette affaire, c'est qu'il a connu sensiblement le même parcours que Manuel et qu'il sait que l'adaptation n'est pas facile. Il y a un décalage entre la vie dans les départements d'outre-mer, un déracinement et une perte de repères. Et personnellement, je l'ai vécu et j'ai souhaité au travers de cette association, avec les membres qui la composent et qui l'ont créée avec moi, j'ai souhaité que ça ne se reproduise pas, ou en tout cas qu'il y ait une entité qui puisse répondre à certaines interrogations, à certaines difficultés auxquelles les ultramarins devraient faire face. Dès jeudi, Jimmy rencontrera des élus guadeloupéens pour les sensibiliser au malaise que peuvent rencontrer certains gardiens de la paix d'origine d'outre-mer. Il semble bien loin le temps de la concorde souhaitée par Harry Chalus lors de son investiture à la région Guadeloupe. Après la publication du document qui présente la gestion de l'ancienne équipe régionale comme catastrophique, Victorin Lurel a répliqué ce matin lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à la salle Rémina Souta à Pointe-à-Pitre. Il a réfuté toutes les accusations d'Harry Chalus, affirmant, je cite, que la trésorerie de la région est opulente comme jamais elle ne l'a été. Reportage Bénédicte Jourdier. J'affirme donc devant vous que ce qui a été dit à 99 fois sur 100 c'est faux. Et c'est du n'importe quoi. Pendant 1h30, Victorin Lurel s'est défendu des conclusions alarmantes annoncées par l'équipe d'Harry Chalus. Il parle d'une propagande mensongère préparée à la veille du vote du budget. Dans un document de 10 pages, l'ancien exécutif démonte point par point des chiffres communiqués samedi dernier. Quand même, franchement, j'ai l'impression, pour être honnête, il y a quelques apprentis sorciers dans un cabinet qui fait ça. Le président ne lit pas ces documents et même les documents qu'il nous envoie. Sur la base des documents qu'il envoie, vous pouvez faire tomber tous ces arguments. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres qu'il produit. Et voilà ce que la direction des affaires de la direction générale des services, et j'en ai beaucoup, même le PPI, tout ça c'est pas moi, hein, c'est marqué région toujours. Hein. Je suis parti avec en sachant qu'il y aurait eu cette tentative de manipulation. Donc voilà, je suis étonné. Le conseiller régional d'opposition a annoncé qu'il saisirait la chambre régionale des comptes et le tribunal s'il le faut. Si mon compte administratif, c'est le mien celle-là, son budget c'est son affaire. Le compte administratif c'est ma gestion pendant 11 mois jusqu'au, disons, 13. Il aura 12 jours dedans, installé le 18, 12 jours. C'est mon compte administratif. Je devrais sortir au moment du vote. Si je constate qu'on fait ce qu'on appelle un rattachement
des charges et des produits à l'exercice antérieur qui seraient manipulés, je peux porter plainte. Je le dis. Ça veut dire quoi, le rattachement des charges? Vous allez rapatrier les factures et les recettes arrivées en 2015 selon le fait générateur rattaché à 2015. Vous le rattachez, mais vous pouvez ne rattacher que les charges et jamais les produits. Et pour créer artificiellement un déficit. Là, il faudra me faire la preuve. Selon Victorin Lurel, les caisses sont pleines. Il annonce un excédent de 50 millions d'euros. Il est en train d'abîmer la région. Les caisses sont pleines. Il doit y avoir plus de 60 millions en caisse aujourd'hui. Qu'ils disent très clairement, oui, j'ai le compte administratif de M. Lurel. Et c'est moi qui le fais, ce n'est pas Lurel. Il y a 50 millions d'excédents. Oui, le payeur m'a déjà donné le compte de gestion. Il y a 36 millions d'excédents. Oui, j'ai en trésorerie plus de 60 millions. Oui, ça fait 4 mois et demi que je n'ai pas payé les entreprises. Certaines sont en train de licencier. Oui, nous pouvons faire des arbitrages sur l'avenir en AP et en AE. Oui, les délais de paiement sont de 52 jours. Non, on n'achète pas à Noël pour payer à Pâques. D'ailleurs, ce serait le produit d'une belle capacité de négociation, d'avoir pratiquement 6 mois de délai. On est à 52 jours, 87 jours en Martinique. On a laissé quelque chose de somptueux pour cet exécutif. Je veux simplement qu'il pense et qu'il agisse en conséquence. L'élection est terminée. Il l'a gagné. On attend, et moi aussi j'attends, comme toute la Guadeloupe, qu'il commence à agir. Pas une déclaration de politique générale. Peut-être qu'on l'aura tout à l'heure. Pas une déclaration symbolique. Pas une action sur son programme. J'attends qu'il arrête les sargasses. Le vent est généreux. J'attends qu'il arrête les embouteillages. Il veut repousser la boucan. Il vient d'abîmer le cyclotron. On ne veut plus de cyclotron en Guadeloupe avec 387 000 €. On vient de repousser la Sainte-Marie, la déviation de Sainte-Marie. On abîme la jeunesse. On supprime 20 emplois à venir. 20 emplois à venir. On supprime 2 initiatives jeunes et vous avez été élus par les jeunes. Je ne veux plus voir de jeunes dans les rues, plus de délinquance, moins de violence. Eh bien, c'est le contraire auquel nous assistons. Je veux une déclaration forte. Je veux que le pays travaille. Nous serons une opposition responsable. Lorsque ce sera bon, on votera. Pour le moment, ce n'est pas bon. S'il n'a pas confiance, moi, je n'ai pas peur qu'il saisisse la Chambre régionale des comptes et dire, voilà l'arbitre entre nous, et qu'il saisisse les autorités pour dire, faites la clarification. Mais cette stratégie de communication qui consiste à effrayer la population, ce n'est pas digne d'un exécutif. Voilà, c'est tout. 4 mois que je me suis tue, là je dois parler parce qu'il s'agit de mensonges. 100 jours après l'installation du nouveau président, le ton est donné. Et les conseillers régionaux sont rassemblés en ce moment même pour le vote du budget primitif 2016. Le premier vrai acte de gouvernance d'Arichalus. Notre équipe est sur place et vous rendra compte des discussions et du vote dans notre édition de demain. Et ce matin, il valait mieux éviter de se rendre à Jarry. Le syndicat UGTG est monté au créneau, bloquant successivement les principales voies d'accès de la zone économique. Un cortège rassemblant des centaines de sympathisants a défilé pour protester contre les mauvaises conditions de travail et singulièrement le licenciement jugé abusif de Gladys Barfleur, ancienne cadre de Canal Satanti, qui souhaite réintégrer son poste. Karen Diamin. Après une actualité sociale très mouvementée du côté des syndicats, notamment avec les conflits Pire-Bacas, BMW ou encore Urbanet, et plus récemment Canal+, il était important pour l'UGTG de lancer un message à l'ensemble du patronat. Il faut que tout patron, comme patron à Canal+, la bande à Aline, Alix, Donna et Bakovic, il faut bien comprendre justement qu'à partir du moment où il y a attaqué travailleurs et qu'il y a attaqué syndicats là, nous que répondre. Et à partir du moment où justement nous n'avons la capacité de prouver qu'il n'y a pas ni droit faire ça, fait là. Ça a fait plus de 4 semaines que nous avons demandé de fournir les preuves de ça, avancé. Ils ne sont pas capables de fournir des preuves. Et là, nous avons dit comme ça, faites-nous une proposition pour faire en sorte que les camarades là, ils continuent à vivre parce que c'est un moment enfants qui n'y des timounes, et bien quand ils ont fait mes boutiques et ils ont foucan. Alors les patrons comme ça qui pas respecter travailler, qui pas respecter Guadeloupéens, faut yo savoir qu'ils ont trouvé Guadeloupéens du bout devant yo. Des Guadeloupéens venus en grand nombre soutenir cette lutte syndicale.
Aujourd'hui là, nous décidons, voyons un coup de semence, porter solidarité pour les camarades à Canal Plus Kagoumé depuis plus d'un mois, mais également dire à l'État français, dire au patronat que nous payons point. Et qu'aujourd'hui là, c'est trop mépris, trop arrogance, trop licenciement, trop répression contre les travailleurs. Donc c'est pour ça que non seulement nous mobiliser aujourd'hui là, nous avons marché en la rue pour nous faire tant voir nous. Mais générant des kilomètres d'embouteillage et une forte perturbation de la zone de Jarry, pas sûr que leurs revendications soient entendues auprès du reste de la population. Vous savez, les licenciements abusifs, on en voit tous les jours. Je pense que le 1er mai arrive bientôt. Je pense que c'est un mouvement, effectivement, c'est à ce moment-là qu'il faut s'exprimer, mais pas bloquer les gens comme ça. Ils savent très bien que là, on est pris en otage. Vous savez, on est dans un petit pays, la Guadeloupe, et il n'est pas facile de faire des relais ou des autres chemins pour accéder à la zone principale de Jarry. Donc c'est quand même pénalisant, parce qu'ils savent très bien que les 3/4 des gens qui sont en attente, c'est pour aller travailler. Dans une réelle dynamique de faire cesser ce qu'il appelle la profitation, le syndicat souhaite néanmoins poursuivre son mouvement populaire. Nous avons appelé l'ensemble des délégués à l'IGTG à la conférence nationale des délégués qui a fait les 15, toujours devant Canal Plus, pour nous commencer à faire en sorte qu'il y a dans toutes les unions, tous les secteurs, toutes les entreprises qui n'y ont délégué syndical, qui n'y ont section syndicale IGTG, que nous mobilisons nous dans les jours et les semaines qui viennent. Et nous avons projeté également de rencontrer les autres organisations syndicales pour nous voir en qui gens nous pouvons frapper ensemble, parce que aujourd'hui là, c'est véritablement répression, arrogance, mépris, licenciement contre tout travailleur dans tous les secteurs, qui le public, qui le privé. Après 3 heures de marche dans les rues de Jarry, le syndicat s'est félicité de l'amplitude de la mobilisation et attend patiemment le 15 avril prochain. Nous vous en avions déjà parlé, les douaniers ont mis leurs menaces à exécution pour faire entendre leur ras-le-bol sur les diminutions d'effectifs. Ils ont cessé le travail depuis hier à Jarry et à Basse-Terre, un mouvement particulièrement suivi. Ils menacent de ne pas prélever les recettes d'octroi de mer. Karen Diam. Surveiller les marchandises litigieuses est prohibé afin qu'elles ne rentrent pas illégalement en Guadeloupe. Tel est le rôle de la douane dans notre archipel. Nous intervenons un peu partout, déjà en surveillance, c'est plusieurs points. Il y a 5 brigades qui surveillent l'ensemble des côtes de la Guadeloupe. Nous en avons une également à l'aéroport qui, elle, surveille le trafic voyageurs. Et nous avons des bureaux de dédouanement à l'aéroport, à Pointe-à-Pitre, à Basse-Terre et ici, qui font du dédouanement des marchandises qui arrivent en Guadeloupe. Mais selon le syndicat, depuis quelque temps, les services de la douane connaissent des réductions drastiques, ce qui empêcherait à cette dernière d'effectuer au mieux sa mission. Nous craignons qu'à terme, nous avons déjà perdu 69 emplois, nous craignons qu'à terme ça soit pire et que même à un horizon plus ou moins lointain, que la douane elle-même disparaisse, puisque dans les instructions qui nous sont données aujourd'hui, c'est de ne pas faire de contrôle, de ne pas empêcher le commerce, alors que déjà, en même pas 10 minutes, nous dédouanons une marchandise en moyenne. Donc on estime que c'est véritablement une attaque contre l'existence même de la douane en Guadeloupe. Alors que nous sommes aussi au centre de tous les trafics dans la Caraïbe. Contrairement aux autres circonscriptions de métropole, nous avons une pléiade de pays étrangers tout autour de nous qui font du commerce avec la Guadeloupe, soit directement, soit indirectement par Saint-Martin ou par d'autres îles. Donc il y a lieu d'avoir un service douanier très vigilant, très proche de la population. Alors pour tenter de faire entendre leur inquiétude, c'est une vingtaine de revendications que le syndicat a mis en avant. La plus importante, c'est l'arrêt des démantèlements et l'arrêt des suppressions de postes, parce que nous ne pourrons plus remplir nos missions. Et ensuite, le respect de nos missions, le respect du dialogue social, parce que l'administration, pour pouvoir pallier ces suppressions de postes contre lesquelles elle n'arrive pas à lutter, supprime nos missions. Nous avons aussi comme revendication une chose importante, qui est le règlement de la situation des agents qu'on appelle des agents affectés au nettoyage. Ce sont des agents qui sont recrutés depuis 20-30 ans pour certaines et dont la situation n'a pas évolué pendant ce temps-là. Selon le syndicat, aucun accord n'aurait encore été trouvé avec une direction qui n'aura pas donné suite à nos nombreuses tentatives d'interview. Grogne sociale également en Martinique. Les syndicats des agents territoriaux et les élus de la collectivité territoriale de Martinique se sont entretenus aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, un préavis de grève générale a été déposé à la veille du mouvement. 5 syndicats
ont obtenu une audience pour exposer les raisons de leur mobilisation. Parmi ces dernières, l'avenir des agents en fin de contrat. Sabrina Doré, Michelet François d'ATV Martinique. Une réunion qui avait pourtant bien commencé. 5 syndicats sur les 6 représentatifs de la CTM autour d'une table avec les élus pour négocier une plateforme de revendication. Au final, aucune avancée significative et un préavis de grève maintenu. Un échange stérile dans la mesure où les questions précises qui sont posées concernant le renouvellement de contrats n'a pas de réponse précise. Et nous considérons que nous avons passé un moment à discuter, mais sans avoir obtenu quoi que ce soit. Une réunion intersyndicale à laquelle n'a pas participé le syndicat FO de l'ex-conseil régional qui préfère laisser l'équipe en place s'installer. Il y a besoin de temps de poser les problèmes qui étaient déjà et ensemble de trouver des solutions. Bien évidemment, nous souhaitons être associés de manière plus étroite. Nous avons écrit au président dès le 15 janvier pour lui demander un rendez-vous. Nous trouvons que le dialogue social ne s'est pas établi suffisamment tôt. Ça, on peut le lui reprocher. Cependant, on ne peut pas, sur une plateforme revendicative, lui reprocher des problèmes qui existent depuis quelques années. Vous avez l'impression que c'est un mouvement politique finalement ? Ah ben je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne peux pas qualifier le mouvement de mouvement politique. Sauf que quand il y a incohérence, on est amené à s'interroger. Des interrogations qui n'auraient pas leur place dans les réunions selon les syndicats mobilisés. Ce n'est pas un mouvement politique, que c'est un mouvement pour défendre les droits des travailleurs de la CTM. Comme quand dans l'ancienne mandature, Mme Manon est arrivée au Conseil général, il y a eu une grève des travailleurs sociaux 1 mois après son arrivée. Donc ça n'a rien à voir. Là, ça fait 3 mois que la CTM s'est mise en place. Il y a une grève, mais ce n'est pas une grève politique. Pour les élus de la CTM, l'heure est à l'apaisement. La plateforme de revendication comptant des points aussi variés que l'avenir des agents en fin de contrat ou encore la situation des services sociaux en charge des populations défavorisées devrait mettre du temps à être réglé. La situation du personnel, singulièrement du personnel médico-social, mais au-delà, ce sont des situations que nous trouvons. Le burn-out des travailleurs, les difficultés des bâtiments, par exemple le manque de confidentialité dans des structures comme Trinité. Nous avons trouvé l'ensemble de ces problématiques. Ce ne sont pas des problématiques que nous avons créées, ce sont des problématiques dont nous héritons et que nous essayons de changer, nous essayons de trouver des solutions. Et nous sommes en train de trouver des solutions sur l'ensemble de ces revendications. Les Martiniquais comprennent qu'en l'espace de 3 mois, on ne peut pas avoir tout résolu. Une nouvelle réunion entre l'intersyndicale et la CTM a été planifiée vendredi. La forme du mouvement de grève de demain sera décidée dans la soirée après concertation des syndicats. Autre colère cette fois dans la rue et en Guadeloupe, malgré les mesures annoncées par le Premier ministre Manuel Valls en faveur de la jeunesse. Les lycéens continuent de se mobiliser. Ce matin encore, des centaines d'élèves de plusieurs lycées ont manifesté leur opposition. Beaucoup se disent inquiets pour leur avenir. Linda Kayarsi, Nathalie Dinan. Décidément, le projet de loi du travail fait encore des lycéens insatisfaits. Leur objectif, maintenir la pression pour faire reculer le gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord avec cette loi de l'oppression, c'est de l'esclavage moderne. C'est inadmissible. Si un employé travaille environ 46 à 60 heures, il va travailler pour 2 personnes, donc il y aura plus de chômage. Pour se faire entendre, ces lycéens petits bourgeois se sont mobilisés très tôt ce matin, dès les premières heures de cours, avant de se rendre devant la mairie, pour là encore interpeller sur une loi qui assombrit leur avenir. Ce matin, nous sommes arrivés vers 6h30, il n'y avait encore personne. Donc on a profité pour faire des pancartes, et quand tout le monde est arrivé, ils se sont mis dans le vibes. On a fait de la musique, on a fait notre slogan et après on a dit qu'on se donne rendez-vous près de la mairie. Nous sommes des futurs travailleurs et nous ne voulons pas que cette loi passe. Nous ne voulons pas non plus que nos parents triment de cette manière. Le gouvernement ne doit pas faire passer cette loi. CDD davantage taxés, bourse prolongée après le diplôme. Les mesures annoncées lundi par Manuel Valls n'ont pas convaincu ces lycéens, prêts à se mobiliser de nouveau jeudi.
Après le déblocage du chantier de Pliane par les forces de l'ordre gosier, une concertation a eu lieu aujourd'hui entre les riverains mécontents, la Seine-Samar, à la mairie du Gosier. Je vous propose de prendre connaissance des conclusions de cette réunion avec Patrick Curie. La réunion à peine commencée, le maire estime que l'affaire n'est plus de son ressort et il quitte la salle en laissant la Seine-Samar et le collectif autour de la table. Alors débute un échange de plus de 2 heures où les positions ne semblent pas avoir évolué. Nous avons eu sur le point d'achoppement qui est la propriété du terrain, la Seine-Samar, un acte authentique établi par un notaire. Sur les origines de propriété, nous connaissons tous les problèmes du foncier en Guadeloupe, donc j'ai bon espoir de pouvoir trouver une solution avec eux, d'autant plus qu'on va recevoir assez rapidement leur cahier de doléances et peut-être préciser un peu les négociations qui sont en cours avec ce collectif. Les travaux continuent, les travaux n'ont pas été arrêtés, les travaux ont repris depuis vendredi dernier et se poursuivent au moment où je vous parle. Pour le collectif, il a été mis en avant que le permis de construire ne serait pas valable et demande l'arrêt des travaux tant qu'une solution définitive ne sera pas trouvée. Dans un premier temps, nous avons constaté véritablement, aujourd'hui nous avons la certitude que la Seine-Samar ne possède pas de titre de propriété. Nous avons aussi constaté que le maire a décidé d'abandonner la population du Gosier. Le maire a peur de Pliane, on ne sait pas les vraies raisons, mais aujourd'hui nous l'avons constaté de visu. Aujourd'hui la mobilisation continue, nous allons véritablement continuer à demander à ce que ce chantier-là respecte les règles d'urbanisme dans un premier temps, mais surtout que la Seine-Samar respecte le droit de propriété de la famille Molia, donc de la famille Dono Saint-Cyr. Nous avons demandé la suspension des travaux pendant une semaine de manière à ce qu'on puisse trouver une solution assis. Il n'est pas normal que des positions soient cherchées et que la Seine-Samar continue à travailler alors qu'il n'y a pas de titre de propriété à cette date. Différents rendez-vous sont d'ores et déjà programmés par le bailleur avec les riverains afin de trouver un terrain d'entente. Le débat sur la dépénalisation du cannabis revient au cœur du débat public. C'est Jean-Marie Le Guen, le secrétaire d'État aux relations avec le Parlement, qui a rallumé la mèche. Dans une interview accordée à nos confrères de BFM, il a déclaré qu'il souhaitait voir le gouvernement ouvrir un débat sur la fin de la prohibition du cannabis, estimant que la situation actuelle ne marche pas et qu'il fallait que le gouvernement bouge. Une position vite balayée par le porte-parole du gouvernement Stéphane Le Foll. Et vous, qu'en pensez-vous? Vos commentaires recueillis par Nathalie Dinan et Linda Kayarsi. Présent à présent. Pourquoi? Mais cannabis à catcher ou dit pas qu'à pénaliser. Ah mais la loi n'est pas bonne. Madame, la loi n'est pas bonne. ATV, la loi n'est pas bonne. Ça ne doit pas être légalisé. Pas du tout, c'est un produit, j'allais dire, c'est un produit qui détruit notre jeunesse, tout le monde en général. Hein. Alors, je ne peux pas être pour. Je ne sais pas si ça arrangera quelque chose. Non. Enfin moi, c'est mon avis personnel. Ce que je vois autour de moi, ça fait comme dégâts. Parce qu'il n'y a pas que la cocaïne ou autre. Hein. On commence comme ça. Mais c'est pas mon cas, mais je connais. Oui. Je connais des cas et hélas, on s'habitue à beaucoup de choses. Hein. C'est mon fumé. Donc c'est bon justement? Ouais, c'est bon. Comme j'ai des enfants, moi, j'aurais pas aimé qu'ils dépénalisent. Voilà. La seule chose, parce que moi, je préfère qu'on protège mon enfant et c'est tout. Parce que même si on n'est pas encore assez vieille, on est jeune et vieille, mais on n'a pas connu ça et je trouve que c'est un peu trop. Parce que la vie en Guadeloupe, c'est... Moi, je suis de passage, mais la vie en Guadeloupe a trop changé avec tout ça. Et ce n'est pas les petits qui les ramènent, c'est les gros et puis c'est les petits qui payent. C'est une vaste blague, tout le monde fume ici, surtout en Guadeloupe, et que c'est très, très caché. Mais je pense qu'il est temps que ça se fasse, oui. Pourquoi vous pensez qu'une fois qu'on ne se cachera plus, on fumera moins peut-être? Oui, je pense qu'on fumera moins et qu'il y aura moins aussi de déviance par rapport aux tarifs aussi, parce que je pense que bon... ça va arranger l'État aussi, ils vont pouvoir toucher là-dessus. Donc je pense que oui, il faut être réaliste. C'est pas une bonne chose, parce que déjà fumer pour moi c'est pas bien pour la santé. Donc dépénaliser en plus quelque chose qui s'apparente à une drogue, non. Pour moi c'est non. Restez avec nous dans un instant, vous découvrirez de la peinture sur carton avec l'artiste Noël Le Bourgeois et puis nous irons dans les studios d'une radio pas comme les autres, la Web Radio Guyane.
Selon l'ADEME, la Guadeloupe produit 1600 tonnes d'huiles usagées. Seuls 72% des huiles sont collectées, stockées et transportées pour être valorisées en France. Installée dans la zone de Jola au Lamentin, une entreprise est spécialisée dans cette collecte. L'an dernier, elle a justement pu collecter plus de 1300 tonnes d'huile usagée. Reportage Bénédicte Jourdier. Ce camion rentre tout juste de Basse-Terre. Dans sa cuve, plus de 7000 litres d'huile usagée récoltée. Ça me fait 6 garages que j'ai visités. On fait dans une moyenne de 8 à 10 garages par jour. Ces huiles, considérées comme des déchets, sont ensuite stockées dans cette grande cuve. On a une capacité totale de stockage de 1000 m3. Donc en fonction des mois, ça nous arrive d'avoir entre 60 et 100 m3. Nous avons des huiles provenant d'issues de professionnels. Donc on a EDF, on a la géothermie de bouillante, pour citer que cela. Et sinon aussi les particuliers. Mais pour les particuliers, Pascal se déplace pour un minimum de 200 litres. Sinon, les Guadeloupéens sont invités à déposer leurs huiles dans les déchetteries. Les particuliers, donc, ils nous appellent. Donc on prend leur numéro de téléphone et on relève la quantité qu'ils ont. Donc on établit une date de rendez-vous avec eux. Puis Pascal, que vous avez vu tout à l'heure, va collecter et il ramène le produit ici en fin de journée. En plus des huiles usagées, l'entreprise récupère certaines catégories des déchets souillés et dangereux. Dans ce laboratoire, Théma vérifie la présence de PCB, un composé dérivé du biphényle, qui va déterminer le choix du traitement des déchets collectés, puisque ceux-ci sont envoyés soit en incinération ou en régénération en France, dans ces grands containers. Alors nous récupérons tous les déchets qui sont déchets dangereux et déchets souillés. C'est-à-dire, comme je vous ai dit dans un premier temps, les déchets dangereux qui présentent un risque soit pour l'environnement ou soit pour l'humain, pour la santé, ou les déchets souillés comme les absorbants, les déchets du milieu du secteur mécanique, à savoir les absorbants souillés, les filtres à huile, les liquides de refroidissement et les liquides de frein des véhicules qui entrent dans le cadre de la collecte des huiles usées. Sinon, après, nous travaillons principalement avec les industriels, les hôpitaux. En 2015, l'entreprise a collecté 1300 tonnes d'huile usagée, des huiles toutes traitées en métropole. Un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. Pour parodier ce proverbe africain, l'Université des Antilles met la musique populaire à l'honneur à l'occasion des Journées des Arts et de la Culture. Pour donner à cet événement tout son éclat, l'UA a convié un invité de prestige, Pierre-Édouard Décimus, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des membres fondateurs du groupe Kassav. Faire découvrir les musiques populaires à la nouvelle génération, c'est un projet qui vous tenait à cœur? C'est un projet qui me tenait à cœur, mais c'est surtout à l'initiative des responsables culturels du pôle Guadeloupe de l'Université des Antilles qui ils m'ont invité, ils m'ont proposé cette charge et j'étais très honoré et c'est avec plaisir que je relève le challenge. Alors, l'échange culturel est au cœur de la manifestation. Vous avez d'ailleurs participé à la venue d'un groupe de musiciens venus d'Allemagne. Comment ça s'est passé? En fait, ça se passe dans le cadre aussi de ces journées des arts et de la culture dans l'enseignement supérieur. Nous avons, avec les responsables culturels du pôle Guadeloupe, nous avons décidé de faire les rencontres internationales des écoles de musique. Parce qu'à travers les musiques populaires, mes 50 ans de carrière m'ont permis de comprendre qu'il y a une école guadeloupéenne qui est très particulière, qui a donné Alain Jean-Marie, qui a donné Jacques Schwarzbach, qui a donné Émilie Antil, tous les illustres musiciens que nous connaissons. Quelle est sa singularité à cette école guadeloupéenne? C'est ce que nous allons essayer de découvrir à travers une série de réflexions qui seront menées. Déjà, on va définir qu'est-ce que la musique populaire en Guadeloupe. Et on va définir les contours de cette école qui est exceptionnelle. Vous avez joué en Allemagne, au Japon et dans bien d'autres pays. Comment est perçu le zouk à l'étranger? Une musique exotique? Pas seulement. Ça dépend de ce qu'on met derrière le mot exotique et ça nous conduit à comprendre que nous devons
bien cerner la notion de langage, mais l'expérience nous fait comprendre que peut-être que certains pays voient ça comme exotique, d'autres comme musique de danse par excellence. Lorsque on voit le nombre de workshops de zouk en Afrique du Sud ou en Australie, je pense que ça dépasse la notion d'exotisme. Vous en êtes fier? J'en suis fier, et comme beaucoup de Guadeloupéens qui ont pris toute la mesure de cette démarche, et je profite de ce micro pour leur dire encore un grand merci, parce que grâce à eux, il n'y aurait pas eu le CASAV sans le public, parce que je n'ai pas fait le groupe CASAV. C'est le public qui a fait le groupe CASAV. Oui, alors justement, parlons un peu de CASAV, qui restera l'œuvre de votre vie, l'œuvre la plus importante en tout cas. Avez-vous imaginé que ce rassemblement de copains, de musiciens, vous, Jacob Desvarieux, Freddy Marshall après, allait avoir un tel succès dans le monde entier? On ne savait pas que ça allait donner autant, mais je dois avouer que lorsque on entame cette démarche, on a toujours espoir que ça ira le plus loin possible. Et c'est comme pour le festival Creole Blues à Marie-Galante. Lorsque Eddie Compère et moi avons eu l'idée de venir à Marie-Galante, on nous a pris pour deux fous. Aujourd'hui, on voit le résultat, c'est devenu Terre de Blues. Et j'en suis aussi fier, et je confirme que l'équipe qui est là maintenant a relevé très bien, et le travail se fait vraiment, vraiment, vraiment bien. Félicitations. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette rencontre avec Jacob Desvarieux, la formation du groupe CASAV. Ça remonte à loin, hein, mais vous en souvenez. Ça remonte à loin parce que ça remonte aux Vikings de Guadeloupe. À un moment, je me suis senti un peu à l'étroit dans mon costume de viking. Pour moi, petit garçon, jeune homme de 17 ans, qui refusait nos ancêtres les Gaulois avec force, je me retrouve musicien professionnel dans un groupe viking. Et naturellement, ça m'a interpellé à un certain moment, et ça a conduit à CASAV. Je rencontre Jacob d'abord avec Camille Soprane et Guy Jacquet, des Vikings, et que je remercie, puisqu'ils sont revenus sur scène. Ils reviennent d'une tournée exceptionnelle au festival Banlieue Bleue à Paris, et ça a très bien marché. Ils ont un album qui sort. Ils vont jouer d'ailleurs dimanche 17 à l'appart. Merci, bravo messieurs, et pour les papis. Les papis font de la résistance. Alors, au départ, beaucoup étaient sceptiques sur votre volonté de donner au rythme Gros-Cas une nouvelle dimension, une dimension plus harmonique. Pensez-vous avoir réussi ce pari? Je crois qu'on a réussi, et je continue à dire avec force que l'avenir musical de la Guadeloupe, c'est le Gros-Cas. C'est le Gros-Cas dans toute sa dimension, et le Gros-Cas est très riche. Je ne suis pas joueur de Gros-Cas. J'ai été bercé par le Gros-Cas, bercé par Massa Saint-Jean, et ça a donné CASAV, ça a donné le Festival Terre de Blues, et aujourd'hui, on est beaucoup dans les cafés Creole Blues, parce que le public va à Marie-Galante au Festival Creole Blues, et le café Creole Blues va vers le public à travers le monde. Nous avons déjà fait un café Creole Blues à Paris, il y en aura à Boston, à Montréal et probablement en Angola. Comment considérez-vous le Zouk Love? Le Zouk Love, c'est une évolution normale, naturelle. Ça a été interprété, il y a de très très beaux Zouk Love. Lorsqu'on entend ce qu'a fait Patrick Saint-Éloi, on ne peut pas dire le contraire. C'est vrai que dans toute démarche, il y a du bon, du moins bon, mais c'est normal. Il y a une émulation qui se crée, et il en ressortira d'autres choses. Mais je persiste à croire que dans nos réflexions la semaine prochaine, déjà à partir de vendredi et samedi, à l'Université des Antilles, ça va nous donner encore des pistes. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup confiance en la jeunesse qui joue
parce que cette jeunesse a les meilleures techniciennes que moi. Parlons un petit peu justement de cette jeunesse en qualité de grand témoin et d'acteur majeur au sein de cette industrie. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d'artistes zouk, de chanteurs zouk? A-t-elle respecté son héritage ou l'a-t-elle dévoyé selon vous? Je pense qu'il faut savoir regarder. C'est vrai que si on regarde qu'une partie, on peut dire que c'est pas super, mais à côté de cela, il y a tellement de très bons et qui font des études de musique, qui sont d'éminents musiciens, encore beaucoup plus techniciens que moi. D'ailleurs, je ne joue plus la basse parce que quand je les entends jouer, je me dis que je ne suis pas obligé de jouer encore pour que la musique continue à faire. La transmission est faite. Continue à se faire. Nous devons aller encore plus loin. Pierre-Édouard Décimus, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Restez avec nous en Guyane depuis la rentrée. Les élèves du collège Chlore Constant de Saint-Georges ont leur propre radio. Ils gèrent une émission en plusieurs rubriques dédiées à leur commune. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. La salle de réunion Maripa du rectorat, transformée en studio radio le temps d'une émission. Les élèves du collège Constant Chlore de Saint-Georges prennent place. Ils sont rédacteurs, créateurs des articles et rubriques qui seront présentés durant l'émission. Bonjour chers auditeurs, je suis Joannick alias Jojo de la 4G2 et je suis le nouvel animateur de l'émission. J'espère que vous apprécierez mon intervention radiophonique. Aujourd'hui, cette émission... Âgés entre 11 et 15 ans, ces élèves sont tous inscrits au club web radio de leur établissement. Ils sont à leur 5e émission, un espace où ils peuvent s'exprimer librement. Ce qui me plaît, c'est que je peux m'exprimer, j'ai une rubrique qui me plaît, j'aide les gens à essayer de garder la ville propre, le collège. Bon, après, chacun en fait s'il veut, mais j'aime m'exprimer. J'aime faire des recherches, j'aime parler comme ça, être animateur et je m'intéresse. L'atelier web radio du collège Constant Chlore est l'occasion pour tout un chacun d'appréhender le média radiophonique. Mettre en place une interview reste l'activité la plus marquante pour les élèves. Merci d'être parmi nous et d'avoir accepté cette interview. Et je peux vous poser des questions? Je vous en prie, je suis là pour répondre aux questions. D'interviewer les gens, d'être avec les amis qui sont proches, d'être avec les profs. C'est éclatant tout ça, tout est rigolo. Il travaille l'écriture des sujets et la prise de parole à raison d'1 heure par semaine où il se retrouve au CDI. Chaque élève a sa rubrique et dans sa rubrique peut évoluer, peut avoir des idées, etc. Mais en fait les élèves restent vraiment dans un cadre et en fait du coup ils se sentent vraiment à l'aise et ils peuvent s'exprimer dans ce cadre. Alors, le premier objectif est la maîtrise de la langue française, parce que comme vous le savez, la radio passe par l'écrit et donc il y a une maîtrise du français à l'écrit et une expression orale, donc à l'oral également. Plusieurs objectifs sont fixés autour du projet Web Radio. Un espace d'ouverture culturelle, de partage et de coopération dans un établissement où la mixité sociale et géographique est importante. Et on revient en Guadeloupe de la peinture sur carton. C'est le concept de Noël Le Bourgeois. Elle peint depuis 4 ans maintenant. Elle tient d'ailleurs sa première exposition à la salle Rémy Nassouta à Pointe-à-Pitre. Une exposition que nous propose de découvrir Bénédicte Jourdier. Ces tableaux sont faits de carton et d'aquarelle. Noël Le Bourgeois s'exprime ainsi. Une idée qu'on lui a soufflée et qui, selon elle, est plutôt pratique pour la technique de l'aquarelle. Disons qu'on m'a donné l'idée de peindre sur les cartons parce qu'en plus, nous sommes en époque de recyclage. Et je dis pourquoi pas le carton et en plus, le crayon s'imprègne bien dans le carton. Et donc, voilà, les idées ont fleuri comme ça et c'est parti comme ça. Des animaux, des ambiances ou encore des formes abstraites, Noël s'inspire la plupart du temps de son inconscient. Je rêve beaucoup la nuit et donc automatiquement, quand je rêve de ça, il faut absolument que j'ai le carton, les crayons pour le mettre tout de suite sur le carton parce que sinon j'oublie. Alors, donc je le mets tout de suite. Installé à Petit Pérou, cet artiste en herbe a commencé il y a tout juste 4 ans la technique de l'acrylique et celle de l'aquarelle. J'ai commencé quand j'étais en métropole dans une association qui m'ont donné des bases et après je me suis lancée à faire d'abord avec de l'aquarellable. Ce sont des crayons de couleur qui ne sont pas ordinaires, sont plutôt spéciaux parce qu'il faut passer de l'eau, enfin un pinceau mouillé dessus pour étaler le pigment.
Avant la peinture, Noël était déjà dans l'esprit du recyclage puisqu'elle récupérait de vieilles poupées. Et en bref, des centaines d'abonnés d'EDF à la Jaille ont été privés d'électricité de 2h à 6h du matin suite à l'explosion d'un transformateur dans la zone. C'est dans la matinée que EDF a pu changer l'appareil défectueux et rétablir ainsi un fonctionnement normal. Et puis quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Les habitants de plusieurs sections du Gosier ont été touchés par des coupures d'eau, notamment les quartiers de Margaillard, Petit-Havre, Pliane et Saline. Il faudra vous armer de patience, des coupures qui devraient durer jusqu'à demain, toute la journée, avec un retour à la normale prévu en début de soirée et des perturbations dues à des incidents sur le réseau. Et puis les villes du Moule, Gourbert, Bouillante subiront des coupures d'électricité demain, notamment le quartier de Desmarais pour Bouillante, le lotissement Girardin pour Gourbert et plusieurs quartiers dont l'Écluse, route de Douville et chemin des Ignames pour le Moule. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.